Salut à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Bienvenue sur la seconde partie de l'entretien avec Alice Barras, chirurgienne dentiste et spécialiste des questions d'éco-responsabilité. Si vous n'avez pas encore écouté le premier chapitre de notre entretien, je vous invite de ce pas à écouter l'épisode précédent. Si c'est déjà fait et après 2 semaines d'attente insoutenable, voici la suite avec un focus sur les éléments pratiques à mettre en œuvre en tant que professionnel de santé pour être éco-responsable. N'oubliez pas de nous mettre un pouce, un like ou un commentaire pour nous aider. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et effectivement, il ne faut pas tout stériliser. Et justement, ça C'est va être ma aussi. question. Là, on parle des consommables, mais dans ma question sur l'impact des professionnels de santé, il y a des études qui ont été faites sur l'impact justement des produits utilisés. Alors nous, on n'en utilise quasiment pas, peut-être des crèmes, certains collègues utilisent peut-être des crèmes, mais j'imagine qu'il y a d'autres professions qui sont pourvoyeuses de pollution, je ne sais pas si je peux utiliser ce terme, des environnements. Oui, oui, bien sûr. Alors, si on en revient juste alors nos professions de santé, ou alors simplement notre existence, on va dire, a plusieurs impacts. Donc, ça va être sur la consommation des ressources, ça va être sur les émissions de pollution, effectivement, que ce soit des produits chimiques dans l'eau, dans la terre, mais aussi les déchets, etc. Les émissions carbone, tout ce qui va être impact aussi sur la biodiversité. Donc, si on en revient à ce risque lié aux émissions carbone et au dérèglement climatique, enfin, aux émissions de gaz à effet de serre, au dérèglement climatique, il y a une étude qui a été faite justement par le Shift Project, qui a été publiée en 2021, où il y a une première évaluation de l'impact carbone des services de santé en France. Et on s'est aperçu, donc là les chiffres sont en train d'être précisés parce qu'il y a quand même une grosse nébuleuse par rapport à tous ces chiffres dans le monde de la santé. Donc c'est pour ça que ce serait bien d'avoir un affichage environnemental bien cadré. On est de l'ordre de 6 à 8% des émissions de gaz à effet de serre nationales. Donc les services de santé prennent soin de la santé des individus, mais en même temps participent significativement aux émissions de gaz à effet de serre. Quand vous dites Donc service de ça, c'est santé, pour c'est, les... c'est que le secteur hospitalier ou on compte aussi les officines, les pratiques libérales? C'est ça. Tout le monde. Toutes les pratiques de santé, dans ce premier calcul, il y avait pas l'administratif de la santé. Mais sinon, il y avait toutes les pratiques de santé. Donc, la production de consommables, les C'est produits ça. utilisés, etc. D'accord, ok. Tout Donc, à fait. Et différents. en fait, ce qui est intéressant dans cette première étude, donc qui est un premier jet, hein, mais en fait, on se rend compte que la part la plus importante de ces émissions de gaz à effet de serre pour les services de santé, ce sont les produits de santé. Achat de biens et consommation de produits de santé, donc c'est les dispositifs médicaux, les médicaments. Près de 50%, de l'ordre de 30 à 50%, ce sont les produits de santé. Donc, encore une fois, euh, c'est assez paradoxal. Donc, et sur ce schéma très global des émissions de carbone, la part du traitement des déchets, ça représente que de l'ordre de 2%. Donc souvent, la gestion des déchets est la porte d'entrée dans notre démarche éco-responsable, mais on se rend compte que c'est pas le levier le plus important. Bien sûr que c'est un des leviers qu'il faut activer, surtout que quand on diminue le volume de déchets, en général, on diminue aussi le volume d'achat, tout est lié. Voilà, mais pour en revenir à votre première question, c'est vraiment très très important et très très intéressant d'avoir des données chiffrées pour arbitrer et puis pour commencer, puisqu'on est quand même dans l'urgence, là, il faut bien le reconnaître, être efficace par où on commence et pas s'attacher à des cacahuètes, quoi. Oui, bien sûr. Et là-dedans, dans ce combat un petit peu pour améliorer toute cette situation, est-ce que les patients, selon vous, ils ont un rôle à jouer et si oui, lequel? Alors, les patients, ils ont un rôle énorme à jouer. Et justement, en tant que professionnel de santé, je reviens au professionnel avant, c'est qu'on a ce levier d'intégrer la démarche éco-responsable dans nos pratiques, donc la durabilité environnementale, l'éco-conception des soins. À chaque étape de mon soin, comment je fais pour qu'il y ait moins d'impact sur l'environnement, donc avant même que le patient arrive. Voilà. Et il y a trois voies d'action, enfin deux autres voies d'action complémentaires à ce premier volet de l'éco-conception des soins. Ça va être aussi de
vraiment acteur de la prévention et de la promotion de la santé, qui aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, est quand même pas notre point fort en France. Donc, prévention et promotion de la santé, en fait, c'est pour diminuer la demande de soins. Voilà, et pour pouvoir pérenniser notre système de santé et continuer d'offrir le soin à ceux qui en ont le plus besoin. Et après, il y a le troisième volet qui va être justement rassembleur de tout ça, qui va être la santé communautaire. Donc, comment sur un territoire, en tant que professionnel de santé, je vais pouvoir être acteur et soutien du fait de développer des environnements favorables à la santé. Parce que comme on l'a vu, l'environnement, c'est vraiment le déterminant majeur. Comment on fait pour avoir moins de maladies grâce à un environnement favorable? Donc ça, c'est la salutogénèse. Et donc, j'en viens à notre patient ou à notre usager, puisque la santé communautaire, ça va être vraiment sur un territoire, de regarder quelles sont les problématiques et comment on y répond ensemble, et comment faire avec, donc faire avec même le patient, et non pas à sa place. Donc, en tant que professionnel de santé, on a vraiment ce rôle à jouer en tant qu'acteur de la durabilité environnementale, l'éco-conception des soins, et ambassadeur, comment je donne envie aussi, et comment je donne l'idée et les clés à l'ensemble de la population. Alors, j'avais déjà lu un article sur ce sujet-là où les professionnels de santé se posaient la question, est-ce que je suis bien légitime à faire ça, en fait, à conseiller les patients à intégrer une démarche éco-responsable? Bon, je vais être un peu autoritaire, mais moi je dis oui, bien sûr que oui, puisqu'on voit vraiment que la santé, l'environnement, c'est la santé. Voilà. Et donc le patient a un rôle à jouer puisqu'il est acteur de sa santé. Puis pour aller dans le même sens, on est également citoyen, citoyenne comme n'importe qui. Donc, en tant que citoyen, citoyenne, on a aussi le droit de donner notre avis, je pense, sur ces questions-là, qui ne sont pas que politiques, je pense. Alors là, du coup, j'avais une question qui était vraiment concrète. Alors, on l'a évoqué déjà, notamment avec les consommables. Est-ce que vous pourriez nous donner trois, quatre petites choses, des petits trucs et astuces à faire au cabinet, notamment nous pour notre activité de kinésithérapeute, qui pourraient justement nous rendre un peu plus responsables écologiquement parlant? Oui, ou en tout cas nous alléger. Mm. Maîtriser notre empreinte environnementale, il y a encore une fois peu d'études sur notre impact malheureusement, mais il y a eu une étude qui a été faite sur des cabinets médicaux en Suisse. Ils ont fait l'impact moyen d'un cabinet médical et en fait on s'est aperçu qu'il y avait un très très gros poste qui est celui des transports. Donc, on a les chiffres du Shift Project, mais qui intègrent les établissements de santé. Et en fait, si on va sur des activités comme les activités de kiné, où il y a moins de produits de santé, d'ergothérapie, de podologue, mais même les dentistes, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment près de trois quarts de l'impact carbone. Attention, là, on est sur du carbone, hein, donc il n'y a pas que cet impact-là, on l'a vu, qui est lié au transport. Donc, peut-être commencer par cette voie-là, si on a envie d'être vraiment impactant. Après, ça dépend de notre contexte et c'est ça qui est un petit peu difficile dans votre question, c'est que si on travaille en milieu rural ou urbain, on ne va pas du tout avoir le même impact transport, bien sûr. Mais si on est en milieu rural et qu'on a des visites à faire à domicile, et qu'il n'y a pas d'autre moyen que de prendre une voiture, pareil, on ne va pas pouvoir s'attaquer à ce sujet-là. Néanmoins, si on est en milieu urbain et qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de patients qui viennent en voiture, que nous-mêmes ou des membres de notre équipe viennent en voiture pour faire 1 kilomètre ou 5 kilomètres alors qu'il y a des transports en commun, voilà une action très intéressante. Donc, de réussir à calculer combien de kilomètres je vais pouvoir économiser, donc en termes d'émissions carbone, en termes d'impact financier, bien sûr, et puis en termes de co-bénéfices santé-environnement, parce que si je viens à pied au cabinet, forcément, c'est meilleur pour ma santé aussi, donc c'est vraiment gagnant-gagnant. J'aime bien, moi, montrer en formation une photo de moi où je viens en vélo au boulot, parce que voilà, c'est ça une démarche éco-responsable, en fait. C'est de l'intégrer tout simplement dans notre quotidien. Avec bon sens et facilité. Il ne faut pas que, par exemple, si j'ai des difficultés à marcher, je me mette ça comme objectif, ça n'a pas de sens. Donc, impact sur les transports. Ensuite, il va y avoir ce levier de communication, effectivement aussi à intégrer dans notre démarche. Et puis, on peut parler du bâti, des éco-gestes liés aux économies d'énergie, mais bon, c'est pas très spécifique à nos activités. Néanmoins, bien sûr qu'il y a un vrai levier là-dessus. Alors, pour le bâti, ça peut être aussi intéressant, par exemple, de s'installer à plusieurs professionnels et d'optimiser le temps d'occupation de notre structure.
Voilà, ça c'est aussi un levier intéressant à adapter au contexte. Après, il va y avoir tout ce qui, juste comme vous disiez, la démarche d'achat responsable, réfléchir sur l'usage unique, les produits qu'on utilise pour le soin des patients, mais aussi pour la désinfection et l'entretien. Vérifier tout simplement qu'il n'y a pas un petit poisson mort sur le produit désinfectant qu'on utilise. Voilà, ça peut être déjà un bon plan. Aussi de repérer ce qui doit être désinfecté ou ce qui doit juste être nettoyé, hein, c'est basique. C'est basique, mais ça prend du temps, bien sûr. Et puis tout ce qui va être lié à la gestion des déchets, de moins jeter et ensuite de mieux recycler. Mais le recyclage n'est pas la solution parfaite, bien sûr. Donc ce qu'il faut d'abord, c'est moins jeter. Euh, voilà, des exemples plus précis, c'est compliqué. Bah, après, ça peut être par exemple justement sur cet usage unique de demander aux patients de venir avec leur serviette, de leur expliquer pourquoi on met ça en place, que c'est pas parce qu'on est radin. Voilà, c'est aussi le levier de la communication est important. Et donc, ouais, justement, vous parlez de communication, il y a deux questions qui me viennent. Est-ce que, il y a des endroits où on peut peut-être trouver des flyers ou des infographies, des affiches spécifiques justement à nos métiers? Parce que je me dis, les salles d'attente, c'est un levier qui est fort justement pour la communication. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est un sujet que j'avais abordé dans le guide du cabinet de santé éco-responsable. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai écrit ce guide pour poser en fait tout ce que j'avais pu trouver comme info et puis ensuite bah, pouvoir aller plus loin et aussi transmettre des outils concrets parce que c'est vraiment ça aussi le levier, hein. Donc c'est avoir envie et puis avoir des outils concrets facilement adaptables à notre pratique. Et donc je parlais de la salle d'attente pédagogique. Hmm. Donc, il ne s'agit pas de faire attendre les patients pendant 2 heures pour qu'ils aient le temps de lire tout ce qu'on a envie de leur expliquer. Néanmoins, des petits tips, justement, très simples, avec ce lien santé-environnement. Je suis acteur de santé, je suis acteur de la protection environnementale, et comment bah, vous aussi, vous pouvez jouer le jeu. Par exemple, c'est communiquer sur les écrans, communiquer sur la pollution chimique, communiquer sur la sédentarité, tout ce tout ce qui est susceptible de faire ce lien vraiment entre la santé et l'environnement. J'ai plein d'idées qui me viennent en tête, donc j'ai j'ai du mal à filtrer. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, j'avais une deuxième question, mais ça va me revenir. Oui, ça y est, justement, vous parliez d'achat responsable. Moi, de façon très concrète, alors je vais peut-être paraître un extraterrestre, mais c'est vrai que je ne sais pas où aller voir euh, si un produit est éco-responsable. Vous parliez de durée de vie, je ne me souviens plus le terme que vous avez utilisé là, mais de cycle de vie, voilà, c'est ça. Où est-ce qu'on peut trouver ces informations-là? Alors, sur les produits de santé, on va les trouver sur les cosmétiques. On va avoir ça, donc les écolabels. Hmm. Ils sont adaptés à cette catégorie économique, on va dire. Ça n'est pas possible sur les médicaments ou les dispositifs médicaux. Il n'y a pas d'écolabel. Il faut aussi savoir effectivement qu'il y a la jungle des écolabels, enfin des labels, on va dire tout simplement, donc ou des allégations environnementales. Donc il y a beaucoup, beaucoup de greenwashing. Hmm. Donc effectivement, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se former, d'avoir une veille et des données sourcées pour voir le vrai du faux, sans éplucher 10 études tous les matins pour pouvoir aller choisir l'huile qu'on veut utiliser pour le patient. Hmm. Donc c'est hyper important d'avoir ce filtre. Et par rapport aux écolabels, il n'y en a que 4 euh, sur les cosmétiques notamment. Donc 4 écolabels. Et après, il y a des affichages environnementaux qui peuvent être des labels de confiance, mais qui ne sont pas tous de confiance. Donc il faut, par exemple, il y a un outil qui est très utile qui est proposé par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Sur leur site internet, il y a un site internet interactif qui s'appelle de mémoire Labels environnementaux. Et on peut aller cliquer, par exemple, si on cherche un produit cosmétique ou un produit désinfectant, on peut aller trouver le label de confiance. Hmm. Donc ça, c'est bah, un outil hyper utile, effectivement. Donc de trouver une source d'information qui soit pas greenwashée ou qui n'ait pas d'intérêts commerciaux, c'est vrai que c'est pas évident. Mais c'est possible. Ouais, justement, je me disais là, cette réflexion, je pense au Nutri-Score, qui est censé un peu nous aider et qui parfois on se rend compte que il est justement pas forcément un reflet.
Je pense par exemple aux céréales du matin qui sont extrêmement sucrées mais qui ont l'écolabel parce qu'il y a plein de vitamines dedans. Est-ce que justement il y a pas des possibilités dans ces labels de tricher, comme vous disiez, avec ce greenwashing? Non, en fait, ils répondent à un cahier des charges, donc ils Mm. trichent pas. C'est le cahier des charges D'accord, qui est bon. mal foutu au départ. Moi, ce qui me fait halluciner dans le Nutri-Score, c'est que, par exemple, si on prend une carotte donc non transformée, on va pas avoir d'indication et finalement d'invitation pour le consommateur à l'acheter. On va être plus intéressé d'acheter une carotte en plastique, bio potentiellement, mais enfin, c'est quand même une aberration. Donc moi, c'est ça que je reproche au Nutri-Score. Et après, c'est vrai qu'il y a des produits qu'on voit avec un score A ou B qui n'ont vraiment rien à faire là. Mais ils répondent au cahier des charges. Donc voilà, c'est ça le jeu. Ouais, c'est un petit peu ça. Donc il Euh, faut être vigilant. Après, c'est pareil pour les patients. Souvent, ils viennent avec des questions sur les. Je vois ça surtout quand on forme les pharmaciens. Les patients viennent avec des questions sur les produits cosmétiques qui peuvent être vendus en pharmacie et en fait, parfois ils sont plus informés, mais souvent désinformés à cause comment ça s'appelle, des applications conso. hmm, Parce qu'ils voient soit c'est classé rouge, soit c'est classé vert, mais ils savent pas pourquoi. Mais voilà, c'est tout de go. En fait, il faut avoir plusieurs sources d'informations et réussir à faire le tri. Mais la démarche de base, c'est moins et mieux. Donc hmm. d'abord commencer par moins. Donc si on parle des produits cosmétiques, bah, c'est pour les patients déjà leur conseiller d'utiliser que ce qui est vraiment essentiel en fait. Et justement, vous parlez des pharmaciens, vous intervenez auprès de pas mal de professionnels de santé, si j'ai bien compris, dans votre action de formation. Est-ce que vous avez noté des singularités ou des différences en fonction des métiers que vous avez pu rencontrer justement sur ces questions? Des singularités, c'est-à-dire Là, par en exemple, je termes sais pas, de... est-ce que bon, j'imagine bien que les médecins, les dentistes et les kinés n'ont pas les mêmes problématiques, mais au niveau des comportements de ces professionnels-là, est-ce qu'il y a une identité qui est différente au niveau de ces questions éco-responsables? Il y a parfois des capacités à se remettre en question qui sont plus simples, certaines professions. Je rentre pas On s'y dans les prend pas. détails. Ok, ok. Non, ouais, il y a des ancrages qui sont un peu difficiles. Vous pensez que c'est générationnel ou c'est justement des identités, des représentations professionnelles? Non, j'entends beaucoup ça, générationnel. Alors, c'est peut-être parce que je suis plus, je suis pas dans la nouvelle génération et je veux pas entendre ça, mais c'est pas vrai. Je fais aussi des formations en fac et déjà, je trouve que les étudiants, ils sont pas assez informés en fait. Donc, ils peuvent avoir des envies ou des motivations, mais ils n'ont pas le bon outil quelque part, malheureusement. Et par rapport à cette vision intergénérationnelle, non, moi je vois des acteurs de tout âge s'engager en santé et environnement, donc et tant mieux, bien sûr. Oui. Et justement, alors j'ai pas d'idée, mais est-ce que les jeunes, alors, bon, j'ai pas utilisé le terme jeune parce qu'on sait pas où est-ce qu'on met le curseur quand on parle de jeunes, mais on va dire les moins de 30 ans, est-ce ils sont plus concernés par ces questions? Est-ce que vous avez remarqué ça? Parce que moi, j'ai cette impression avec mes étudiants, mais je suis peut-être biaisé dans ma sous-catégorie que je côtoie au quotidien. Bah, je pense, il y a comme une évidence, en fait. Mais encore une fois, les informations, elles sont pas assez cadrées. Hmm. Donc, j'avais lu une étude justement où on voit les jeunes générations qui vont se tourner beaucoup vers le seconde main, mais ça va être en plus d'un achat, d'un primo-achat. Hmm. Voilà. Donc, mais le problème, c'est qu'il y a tout ce récit sociétal qui est je consomme donc je suis. Et malheureusement, quand on est jeune, c'est vrai qu'on a ce problème d'identification sociale et qu'on a besoin de se rattacher à un groupe. Et si le groupe fait n'importe quoi, malheureusement, Hmm. voilà, on est un peu enclin à suivre ce mouvement et donc de tâtonner. Voilà, moi, je peux reparler de mon expérience en tant que maman. Hmm. Je vois qu'il y a beaucoup d'intentions, mais que parfois on est perdu aussi par les injonctions des réseaux sociaux même, hein. Ça, donc, Oui. Mais c'est ce que j'allais dire, justement, compliqué, hein. les modes de communication sont pas forcément évidents. Je pense les réseaux sociaux ont cette structure qui fait que de toute façon, les messages doivent être très courts et très punch. Et du coup, c'est pas forcément facile de mettre de la nuance et d'expliquer. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup les podcasts, moi, parce qu'on a le temps de mettre de la nuance. Et j'avais une question qui me venait, mais elle est repartie. Euh,
C'est pas grave. Bon, ben, ça me reviendra peut-être. Justement, là, si on parle de la minute motivation, cette formation que vous proposez, évidemment, qui me paraît extrêmement intéressante, est-ce que vous pouvez nous dire ce que peuvent en retirer justement les participants, les participantes, les retours que vous avez après sur leur démarche au quotidien? Oui, alors je vais pas me lancer des fleurs parce que c'est pas du tout mon genre, mais j'ai toujours eu que des retours positifs parce que les personnes qui viennent en formation viennent chercher des réponses. J'ai pas les réponses à toutes les questions, ça c'est sûr, mais ce qui est hyper intéressant en formation avec plusieurs personnalités, c'est d'avoir justement cet échange. Et certains ont déjà les réponses que les autres attendaient, etc. Et en fait, sur ce sujet-là aussi, on est vraiment en train d'innover puisque, comme on l'a dit, hein, on est vraiment dans un système de soins et pas assez dans un système de santé, donc on innove. La formation continue, elle donne bien sûr des outils clés en main, se poser des objectifs précis, de savoir où trouver justement ces données sourcées, d'arbitrer, donc de ne pas se perdre, perdre toute son énergie sur un petit point précis. Donc par exemple, imprimer en recto verso, bien sûr que c'est important, qu'on le fait, mais ça ne peut pas être ça la démarche éco-responsable. Donc, voilà, arbitrage de ce qui sera vraiment efficace pour maîtriser cette empreinte environnementale qui est vraiment urgent de maîtriser et puis de faire vraiment ce lien avec la santé et donc de ressortir fier de ce qu'on va pouvoir proposer dans notre structure, pouvoir partager avec nos patients, parce que c'est aussi ça, c'est l'accompagnement au changement. Mm. Donc notre propre changement, mais aussi le changement de l'ensemble de la société, en fait. Bon, je mets Mm. beaucoup sur les épaules des professionnels de santé, mais moi, on a un vrai pouvoir. En fait, on a tous un pouvoir d'agir, mais je pense que le professionnel de santé, il a un devoir d'agir. Voilà. Ouais. Je vais citer, j'aime bien cette citation, je la ressors tout le temps, elle est très pop culture, bon, avec toutes les critiques qu'on veut mettre, mais un grand pouvoir implique une grande responsabilité, comme dirait l'oncle de Spider-Man. J'ai retrouvé ma question. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que là, je sais pas, la HAS, enfin pas forcément la HAS, mais la CPM, tout ça, ils sortent des budgets ou des primes ou des choses en rapport avec cette écologie? Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent effectivement dans les organisations professionnelles des institutions. Il y a notamment un groupe de travail, alors qui n'est pas budgété, mais bon, voilà, on travaille bénévolement autour de l'éco-conception des soins. Donc, un groupe de travail avec la Direction générale de l'offre de soins, la DGOS. Donc là, on est en train de répertorier toutes les actions qui peuvent être mises en place dans les structures de santé. Il y a plusieurs caisses d'assurance maladie aussi qui s'emparent du sujet, donc notamment des caisses donc la CPM de l'Ain notamment, qui travaille sur la prévention de l'exposition aux perturbateurs endocriniens et qui va communiquer auprès des professionnels de santé pour s'emparer de ces sujets-là. Parce que comme effectivement, on n'est pas assez formé d'un point de vue initial ou continu, donc c'est de donner des outils concrets qui sont facilement utilisables pour mettre en place ces démarches de prévention d'exposition à ces risques chimiques. En établissement de santé, il y a plusieurs initiatives et notamment le CHU de Bordeaux qui a publié le guide des unités durables, qui est un super outil. Après, il y a des professions qui s'emparent du sujet. Moi, j'ai travaillé avec l'URPS, des podologues de Bretagne. Là, cette semaine, ils vont être publiées des fiches éco-responsables. Donc, voilà, diffusées largement pour s'engager dans cette démarche. Voilà un petit aperçu, mais il y a plusieurs initiatives et tant mieux. Tant mieux. Et justement pour la kiné, juste un petit focus. Alors, peut-être il y a un an, j'avais interviewé Pauline Roland, je ne sais pas si vous la connaissez personnellement, qui est une kiné qui fait partie, enfin qui milite en tout cas pour l'écologie qui s'appelle. Et il y a une association qui existe, qui s'appelle Eco-Kiné aussi, donc je mettrai le lien. Et on retrouve énormément de points communs, si c'est un discours commun avec ce que vous proposez. Je crois même qu'ils ont des petits guides pour les étudiants, pour ce genre de choses. Une association, je pense, qui peut donner des labels. Donc, je vous encourage toutes et tous à aller vraiment sur ce site internet pour voir quoi. Il y a différents conseils et je pense que ça recoupe beaucoup tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Voilà, est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose? Non, merci. Je vous Merci pour remercie toutes vraiment. ces
Ces activités éco-responsables. Voilà. Et je vous remercie vraiment beaucoup du temps que vous avez pris. Et on se donne rendez-vous au mois de juin. N'hésitez pas à vous inscrire à cette formation qui, vous l'avez bien compris, va complètement transformer votre façon de travailler, de voir les choses et de voir la vie. Et c'est ça qui est très bien. Merci beaucoup, Madame Barras. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques semaines pour parler d'un nouveau thème. À très vite sur le podcast de GMK.